te dirai ce que tu deviendras. Choisis-moi, je suis le livre, j'ouvre à la connaissance immense. Choisis-moi, je suis le livre, maître. Bienvenue mesdames, auditeurs, fervents lecteurs et fidèles téléspectateurs du magazine Un livre, 1000 idées. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse littéraire, manuel publié par Monsieur Jean-Marie Lumumba aux éditions Étoile depuis cette année 2024. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur sur ce plateau, à qui nous disons bonjour, Monsieur Jean-Marie Lumumba. Vous êtes écrivain, ancien directeur de Kisenge Manganèse et actuellement retraité. Et vous avez choisi de basculer vers le monde littéraire. Aujourd'hui, vous êtes écrivain, bien sûr. Vous avez déjà publié plusieurs livres. Aujourd'hui, vous nous venez avec un manuel d'analyse de textes littéraires par l'exemple. Première édition. On espère qu'il y en aura une deuxième, autant, une troisième. Voilà. Alors, Papa Jean-Marie, la toute première question, c'est quoi une analyse littéraire? Une analyse littéraire, c'est cette analyse qui permet aux professeurs de français de comprendre les méandres de la langue française au travers des éléments qui s'y trouvent, donc les éléments qui sont dans le texte. Parce que, comme je l'ai dit quelque part, le texte, c'est la clé de voûte de l'enseignement du français. Vous voulez enseigner la grammaire, vous voulez enseigner le vocabulaire, vous voulez enseigner la phraséologie, la dissertation, tout part du texte. Donc, le texte est la base de l'enseignement du français. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que moi, je considère le texte comme le soubassement de cette langue française que nous utilisons de plusieurs manières. Mais ce texte-là doit être bien analysé. Vous allez trouver d'autres professeurs de français aujourd'hui, même à l'époque, qui considèrent qu'une seule façon d'analyser un texte littéraire. C'est-à-dire qu'ils considèrent le texte comme un livre d'histoire ou de géographie à expliquer. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut l'analyser en profondeur. Il faut l'analyser en profondeur. D'abord, savoir, je suis en face de quel type de texte. Vous allez voir quelque part, j'ai parlé dans ce livre. Oui, j'ai vu, c'est à la page 17, les types de textes, les textes narratifs, explicatifs, informatifs. Et moi, j'appelle mes collègues, les professeurs de français, de s'imprégner de cela, que tous les textes ne sont pas les mêmes. Une fois que vous êtes devant un texte, s'il s'agit d'un texte descriptif, quel sera votre comportement? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez aborder ce texte? Pour que les élèves comprennent mieux ce texte. Parce qu'après, vous devez leur donner un travail à faire. De la description. Cette description commence par l'analyse du texte. C'est un peu ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé? Nous sommes dans un monde caractérisé par une avancée technologique qui ne dit pas son nom. Et vous sortez tout d'un coup un livre qui parle de l'analyse littéraire. Est-ce que c'est adressé directement aux élèves ou aux professeurs ou je ne sais pas. C'est quoi qui vous a motivé concrètement? Oui, il est adressé directement et aux élèves et aux professeurs de français. Qu'est-ce qui m'a motivé? Parce que moi-même, je suis un ancien professeur de français. Si vous regardez bien dans notre pays ici, il y a eu beaucoup de réformes sur la méthodologie de l'enseignement. Il y a eu la réforme de 1987, la réforme de 2005, avec le livre
Jean-Paul Descas, Descas, oui. que vous connaissez. Nous avons étudié tous Jean-Paul Descas, avec tout ce qu'il a donné Comme méthodologie. et nous avons estimé que c'était la meilleure méthodologie. La meilleure approche. La meilleure approche. Mais avant et Jean-Paul Descas, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont parlé de l'analyse structurale. Structurale, oui. D'un texte qui se présente sous deux faces. La face phonique Et la face sémantique. Sémantique, oui. N'est-ce pas? Nous avons pensé qu'avec ça, on est arrivé quelque part. C'était suffisant. C'était suffisant. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, avec ces pays d'Europe qui utilisent la langue française, ils ont encore introduit proposer une autre approche méthodologique qu'on appelle Sésame. On préfère parler de Sésame qui englobe tous les aspects, n'est-ce pas, sur une même fiche. Une fiche. Si vous voulez enseigner la grammaire, pédagogique, oui. La littérature et autres choses, c'est sur la même fiche pendant au moins 2 semaines. Et on dit, bon, là, c'est bon parce que les professeurs et dégagés. Ce sont les enfants, les élèves qui sont chargés, qui travaillent. Moi, bon, personnellement, je ne suis pas contre. Mais je me réserve. De mettre votre avis. De mettre mon avis. Parce qu'il n'y a pas longtemps, quand j'ai publié ce livre ici, je suis allé au Golfe. Il y a des écoles qui me connaissent très bien là-bas. Un jour, j'étais dans une école à Ribambelle. C'est pas. Hein? J'étais là. Et les promos de cette école me connaissent très bien. Quand j'arrive, il appelle ses professeurs de français. Prenez ces livres-là, j'avais à peu près 10 copies. Prenez ces livres-là, lisez, faites-moi le rapport. Les élèves, les professeurs se sont retirés, ils ont lu, puis ils sont venus. Oui, c'est un bon livre, mais qui ne répond pas à l'approche Sésame. Ah, c'est comme ça, oui. Et les promos me posent la question. Papa Lumamba, selon vous, pourquoi vous n'avez pas voulu faire comme intégrer les notions de Sésame dans votre livre? Je lui dis, ça c'est la 2e édition. J'ai publié la première édition par rapport à ma compétence, à ce que je suis capable de faire. Et puis si je suis devenu aujourd'hui, c'est que j'ai connu beaucoup de réformes d'enseignement dans ce pays. Mais je considère qu'aucune réforme n'a changé totalement l'autre. Ce sont des réformes qui se complètent. On ne peut pas aujourd'hui rejeter 10-15 pour dire qu'il n'y a que Sésame qui a gagné le pari. Non. Et quelques 5 années, 6 ans après, vous allez trouver qu'on va encore changer Sésame pour nous amener à encore une autre approche. Donc moi, dans ce sens-là, ce sont mes autres. C'est ainsi que moi, tenant compte de tous ces aspects, j'ai publié ce livre avec ce que je connais pour voir si ça peut avoir un auditeur auprès des enseignants. Effectivement, c'est de l'auditoire. Alors, revenons à notre livre, à la page 72. Vous parlez des fautes à éviter quand on analyse un texte littéraire. Lesquelles? Oui. Il faut éviter certaines fautes. Par exemple, les redites. Les redites sont des répétitions, non? Ouais. Quand on analyse un texte, il faut éviter ça. Éviter ça comment? Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, il a déjà dit ça autrement, il répète encore la même chose. Mais quand vous lisez, c'est la même idée qui revient. C'est une faute grave pour l'analyse d'un texte. Les redites, il faut les éviter. Il en va aussi dans un discours. Oui, il en va aussi. L'oubli même du texte. L'oubli du texte. On vous donne une page à résumer, par exemple, ou un texte à résumer. Mais vous allez ajouter vos émotions, vos sentiments personnels. C'est une analyse subjective. Une analyse subjective. Ça ne répond plus. Vous comprenez? Et je pourrais aussi parler de... L'oubli du texte. Vous avez parlé de la paraphrase. La paraphrase aussi, la paraphrase.
Ah, ça c'est un problème. J'ai vu même le professeur Poche qui a préfacé ce livre-là, a insisté là-dessus, la paraphrase. Hein? Le texte il est court comme ça, on vous demande de le résumer, mais vous allez ajouter encore d'autres éléments et ajouter. Non. Le résumé devient très touffu. Donc, quand on analyse un texte, on doit se réserver d'être verbeux. Oui, d'être verbeux, tout à fait. Alors, quelles sont les différentes terminologies, les quelques terminologies qu'un analyste d'un texte littéraire est censé connaître chaque fois qu'il se place, il est en face d'un texte à décrire? C'est pour cela également que j'ai écrit ce livre ici. Parce qu'il faut être outillé. Hein? Chaque domaine, chaque science, chaque langage, disons, chaque connaissance a ses vocabulaires, a son langage, n'est-ce pas? J'ai parlé par exemple de la licence de l'écrivain. Il y en a qui ne comprennent pas cela. En tant qu'analyste, vous devez savoir ce qu'on n'entend pas la licence de l'écrivain. C'est quoi? Vous savez, dans certains livres que nous lisons, ou dans certains romans, vous allez trouver, surtout les romans classiques, vous allez trouver que bon, l'auteur a utilisé les mots, par exemple, encore. Mais encore, il n'a pas mis et à la fin. Vous allez considérer cela comme une faute. Ce n'est pas une faute. Ça, c'est la licence de l'écrivain. Parce que cet écrivain-là, quand il a écrit ce livre ou ce roman, il a préféré utiliser ces mots de cette manière-là. Nous n'avons pas le droit de le critiquer ou de faire croire que non, c'est une erreur, c'est une faute. La licence de l'écrivain, c'est reconnu. Les mots avec, vous allez voir avec, on écrit avec Q. Hein? Et vous allez croire que non, c'est une faute. Non! C'est une forme de révolte comme on les souligne dans les nouvelles écritures. Oui. Donc c'est un langage approprié. On accepte. Et ça passe. Donc ça, la licence de l'écrivain. Vous devez aussi connaître... C'est dans le cadre de la francophonie d'expansion où on permet d'insérer les mots selon votre volonté et tout. Oui, justement. J'ai appris, quelqu'un m'a posé une question dernièrement. Ici, je ne sais pas le membre, est-ce que le mot... Comme salongué, on l'a inséré, salongué. Par exemple. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler de professeur avec un à la fin ou gouverneur. Oui, c'est accepté. C'est accepté. Aujourd'hui, la langue évolue. On a féminisé beaucoup de mots. Alors, vous avez dans votre livre parlé également de paragraphes, ses formes et ses qualités. De quoi s'agit-il concrètement? J'ai utilisé le langage du professeur Hubert, grand professeur du Canada. Du Canada, j'ai lu un gros livre que j'ai lu et je l'ai parcouru. Ce professeur-là dit ceci. Il dit, il y a beaucoup de gens, ou d'écrivains, ou de professeurs, qui ignorent, qui ne savent pas que un paragraphe a ses qualités, ses formes. Et ses formes. Ces formes, c'est d'abord la forme entonnoir. Un paragraphe entonnoir. C'est un paragraphe par lequel on commence par l'idée générale. Hein? Comme dans une interdiction. On commence par la règle, n'est-ce pas? Et on vient avec les exemples. Ça, c'est le paragraphe entonnoir. Le paragraphe pyramide, c'est un paragraphe qui est le contraire du premier, qui commence par les exemples et qui se termine avec l'idée générale. Le paragraphe, l'autre paragraphe, c'est paragraphe hexagone. Hexagone. Dans ce paragraphe hexagone, vous allez trouver que l'idée centrale se trouve au milieu du texte. Vous comprenez? Et enfin, le paragraphe sablier, qui est juste le contre-pied du paragraphe entonnoir. Donc, il faut connaître ces paragraphes. Lorsque vous les connaissez de cette manière-là, même quand vous expliquez un texte, ça devient très facile à faire comprendre le texte aux enfants, à dégager les différents paragraphes, parce qu'en dégageant les différents paragraphes, les enfants seront à même de faire la dissertation et une bonne dissertation. Les élèves échouent en dissertation parce que d'abord, la dissertation vient du texte. Vous avez étudié un texte avec le professeur,
il tire de ce texte-là un passage qui donne aux enfants à les disserter. Mais si les enfants n'ont pas bien saisi le contenu du texte, comment ils vont faire un bon travail? Comment ils vont bien disserter? Donc, il faut vraiment beaucoup d'efforts pour connaître ces formes de paragraphes et aussi ses qualités, les qualités d'un paragraphe. J'ai dit, les qualités, c'est quoi? Il y a l'unité de sens et tout. L'unité de sens dans un paragraphe, c'est cette idée qui demeure dans un paragraphe. L'idée qui demeure. Vous pouvez vouloir résumer un paragraphe, mais quelle est l'idée qui demeure? C'est ça. Nous appelons ça habituellement l'idée partielle, l'idée de chaque partie. Voilà. Alors, il y a aussi le paragraphe relief. Oui, ça c'est la qualité. Au niveau de la qualité, oui. Le relief, c'est... Parle aussi de la cohérence. Et la cohérence. Donc, c'est la logique. Hein? Tel mot, telle idée, je dois la placer à quel endroit. On ne place pas les idées de manière disparate. Il faut qu'il y ait la cohérence et le relief. Savoir placer chaque mot à sa place, chaque idée à sa place. À ce moment-là, vous aurez un texte propre. Je me souviens quand j'étais encore professeur de français secondaire, j'avais donné un sujet de dissertation aux élèves. Ce garçon-là, il est ici et devenir responsable. Alors il a fait sa dissertation. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'incohérences. Il était en maths physique. Je lui ai fait une observation. Je dis, ce n'est pas avec les formules de mathématiques que vous allez chercher de l'emploi. Le garçon était fâché. Peut-être aller voir mon collègue, le professeur de mathématiques. Oui, monsieur le membre vous a insulté. On cherche l'emploi avec une demande d'emploi. Oui, oui. Mais actuellement, on tolère les fautes d'orthographe émanant d'un mathématicien. On relativise. Je sais qu'il y a certains qui manquent du travail juste à cause de la demande d'emploi. S'il y a trop de fautes, on déclasse. Ouais. Et aujourd'hui, ce garçon m'a donné raison parce que quand il était venu à l'université, oui, en premier gradué ici, son professeur d'expression orale et écrite lui a donné un sujet de dissertation. Le même sujet que moi je lui avais donné, comme Dieu m'avait inspiré. Et comme ce sujet-là, j'ai corrigé dans le cahier, il avait son cahier de dissertation. Juste il est allé prendre son cahier, il a tenu compte des remarques que moi je lui avais formulées. Il a tenu compte de tout ça, il a présenté ce travail. Il a eu 18 sur 20. Ah bon? Hein? Et au retour, pendant les congés, parce que ses parents se trouvaient à Kissenga où j'ai travaillé, il était venu me voir à la maison pour demander pardon. Qu'est-ce que vous avez fait pour... Non, ce que j'avais fait l'autre fois là. Je vais poser à votre collègue professeur, et voilà, et voilà. Donc c'est un peu ça. Donc. Alors, merci beaucoup Papa Lumumba. On enchaîne avec notre émission qui parle de l'analyse d'un texte littéraire, un sujet, on peut dire, quelque peu réservé aux littérateurs, mais ça intéresse tous les férus de belles lettres. Alors, quelle différence pouvez-vous établir entre le champ lexical et les champs sémantiques? Parce que vous êtes en train de ça aussi, c'est faire mention de ça. Les champs lexicaux et les champs sémantiques. Je disais quelque part que l'analyse structurale, oui. Bonsoir. Cette année était la meilleure. Et moi, en lisant ces livres-là, j'ai trouvé que, bon, c'est bon, mais c'était un peu dépassé. Ok. Les champs lexicaux, c'est quoi? Lorsque vous lisez un texte qui vous semble difficile, par exemple, vous lisez de la première page jusqu'à la dernière, vous ne comprenez pas bien ce que ça veut dire. Tout de suite, vous voulez prendre la rousse? Non. Cherchez d'abord les champs. Il y a des mots très recherchés, des mots pivots qui échappent à l'entendement du lecteur. Oui. Cherchez par exemple certains mots qui peuvent vous amener vers la thématique de ce texte. Vous comprenez? Vers la thématique. Par exemple, nous allons prendre le thème de la ville.
ville de Lubumbashi. Mais dans ce texte-là, vous rencontrez par exemple les mots véhicule, voiture. Hein? Par exemple, le mot la rue, boulevard, ambulance, bus. Et directement, vous pouvez comprendre qu'il s'agit de la ville. Il s'agit de la ville. Donc, le thème central de ce texte, c'est la ville. Et si vous n'avez jamais été en ville, comment vous le saurez? Non, je le saurais. Non. Même par camaraderie, vous allez comprendre que ça sont des choses. Comme un Congolais qui n'a jamais été en France, on parle de métro. Alors on dit métro, on se les présente. Ça à la télé. J'espère que la soeur va m'envoyer là-bas pour que je puisse connaître le ok, métro, ok. Donc il faut voir un thème, le thème qui peut vous amener à bien comprendre ce texte-là. Dès que vous donc les mots environnants. Les mots environnants, dès que vous les comprenez, c'est ça les champs lexical. Les champs sémantiques, c'est au niveau du sens. Ok. Un texte peut avoir un mot peut avoir plusieurs sens. Je disais par exemple les mots fertiles. Et vous imaginez une femme fertile, un jardin fertile. Ce n'est pas la même chose. Hein? Un sol peut-être. Un sol fertile. Oui. Hein? Vous voyez ça? Donc, ces choses-là, ces mots-là, constituent ce qu'on appelle les champs sémantiques. Et dans chaque texte, il y a des champs sémantiques. Et vous devez faire un effort pour les comprendre. Hein? Les synonymes, tout ça, etc., qui sont dans ces textes-là. Cela vous permettra de bien analyser, de bien pénétrer les textes. Et qu'en êtes-vous par l'analyse d'énonciation? Bon, quand on parle d'énonciation, on veut tout simplement savoir le texte dit quoi. Et les personnages s'adressent à qui. C'est ça l'énonciation. Est-ce que l'auteur s'adresse à qui dans le texte? Il s'adresse à un gouverneur, à un chef de l'État, à, je ne sais pas moi, un bandit. C'est ça l'énonciation, non? C'est à partir de là, vous avez basculé vers la focalisation aussi. Oui, la focalisation, ça c'est autre chose. Hein. La focalisation, c'est, par exemple, dans un texte, vous avez le narrateur, parce qu'il y a un narrateur dans le texte. Hein? Vous trouvez que le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire dans les textes. Il est omniscient. Il est omniscient, il connaît tout. Il connaît tout. Hein? Il sait ce qu'il fait. Il peut même prévoir ce qui peut arriver. L'aboutissement. L'aboutissement. Oui. Et là, vous avez la conclusion, c'est quoi? La focalisation, c'est zéro. C'est ça qu'on appelle la focalisation. C'est-à-dire, le narrateur connaît tout. S'il est passif, il ne connaît rien. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, quand vous parlez de passif, on l'appelle narrateur. Comment? On n'a aucune idée. Allez-y, parlez. S'il ne connaît rien, il est passif. Inconscient. Hein? Oui. Externe. Externe. Il y a interne et externe. Donc il n'est pas dans le sujet. Il n'est pas dans le sujet. Il est juste excentré. Ok. Alors papa, vous avez. Il y a combien de types de textes? Parce qu'en parlant de vos motivations, vous avez voulu nous expliquer des textes argumentatifs, explicatifs, descriptifs. Un professeur de français doit connaître au moins 3 ou 4 types de textes. Ok. Par exemple, le texte narratif, qui raconte. Le texte narratif raconte un événement, un fait. Vous devez savoir ça. Mais vous devez aussi expliquer aux enfants qu'aujourd'hui, nous allons étudier un texte, mais un texte narratif. Qui raconte. Ça peut être un texte explicatif. Ça peut être un texte descriptif. Ça peut être un texte injonctif. Ainsi de suite. Donc le professeur doit connaître tous ces sortes de textes. Argumentatif et explicatif. Oui. Différence réside à quel niveau? Explicatif, c'est un texte pédagogique. Ok. Hein? Un texte explicatif,
C'est un texte à caractère pédagogique. Il explique seulement. Il explique. Mais un texte, vous avez dit Argumentatif. Argumentatif. Ça, c'est un texte qui nous pousse vers la dissertation. Vous devez convaincre. Hein? Un texte argumentatif exige qu'on arrive à convaincre les lecteurs. En dissertation, si un élève n'arrive pas à convaincre les lecteurs, son texte est mauvais. Donc c'est une initiation à la prise de parole, à la rhétorique. Oui, justement aussi. Justement aussi. C'est un peu ça. Alors, dans votre livre, vous avez également parlé de la tonalité dans un texte. Un texte doit avoir une certaine tonalité. Oui, ça dit vous vouliez parler de quoi concrètement? Le ton, la tonalité dans un texte, c'est tout justement déterminé. Ok. Ce texte, c'est un texte lyrique. C'est un texte tragique. Hein? C'est un texte mélancolique. Vous comprenez? Ça, c'est la tonalité. Au niveau de la tonalité, c'est très important pour un professeur de français qui ne sait pas que ce texte a quel ton. Hein? Est-ce que ça donne de la tristesse, par exemple, quand vous lisez un texte de César au Congo, de Césaire. Même Spleen de Baudelaire. De Baudelaire, par exemple. Vous voyez, vous avez parfois de larmes aux yeux. Hein? Donc, il faut déterminer ça. C'est ça la tonalité. Alors, avant la dernière question, vous avez parlé aussi de l'inconscient collectif dans un texte. Des termes entièrement nouveaux, appropriés aux hommes de lettres. L'inconscient collectif, c'est un ensemble de mœurs qui caractérise une communauté. Vous comprenez? L'inconscient collectif. Chaque communauté, chaque groupe humain a ses manières d'être, de faire des choses. Et notre société caractérisée par quel type d'inconscient collectif? C'est à vous de répondre. Je ne peux pas répondre dans votre classe, mais c'est ça. Tout ce qui ne va pas, c'est ça, l'inconscient collectif. Ça veut dire quoi? Vous pouvez lire un texte là, bon, il y a un terme qui apparaît, qu'on appelle l'occurrence. On appelle l'apparition des termes dans un texte. Ça, c'est l'occurrence. On appelle l'occurrence. Ça veut dire quoi? Ce terme-là vient soit donner encore une explication sur ce que vous avez. C'est-à-dire un mot entièrement nouveau à votre entendement, ou c'est un mot qui se présente sous quelle forme? Un mot qui vient de donner du tonique dans la compréhension du texte. Il y a des mots qui donnent la tonique. Quand vous avez ces mots, c'est un mot-clé. Ça, c'est l'occurrence. Ok, des verbes charnières, ou c'est pas, ou des mots, les mots centraux. Les mots centraux, oui. Ou des mots, disons, essentiels. Alors, merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie Lumamba. Je rappelle que vous êtes écrivain et congolais. Vous faites directeur général de Kisenge Manganèse. Nous avons le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Lesquels? J'ai enseigné dans ce pays dans plusieurs provinces. Et vous êtes enseignant de français? Vous êtes professeur de français? J'ai enseigné au Maniema. Au Maniema, j'ai enseigné à Kisangani. J'ai enseigné là-bas. Je suis ici à Lubumbashi. Dans le Haut-Katanga. Donc vous êtes... Je suis retraité. Omniprésent. Vous avez été omniprésent. Ok, merci beaucoup pour ces compléments, Papa Lumamba. Un dernier mot à adresser à nos téléspectateurs qui nous suivaient autour de ce manuel d'analyse des textes littéraires par l'exemple. Première édition, c'est paru aux éditions Étoile, Lubumbashi 2024. Un petit mot. Un petit mot, je souhaite seulement à mes lecteurs d'être nombreux, de passer à la librairie Saint-Paul pour acheter ce livre. Ils ne seront pas déçus. J'ai fait un travail de titan. Je pense que ceux qui m'ont lu, qui ont préfacé ce livre, m'ont jeté des fleurs. Je rappelle que ce livre porte la préface de Monsieur Prosper Mposhi, le chef des travaux à l'ISP Lubumbashi, en même temps doctorant à l'université de Lubumbashi. C'est lui qui a préfacé. Et aussi les gens qui ont lu m'ont jeté des fleurs pour le travail que nous avons fait. Donc j'invite tout le monde à acheter ça. Bon vent à ces nouveaux livres
manuel d'analyse des textes littéraires paru aux éditions Étoile depuis 2024. Aimables téléspectateurs, nous vous disons merci de votre attention bien soutenue à notre émission dans ce magazine Un livre, 1000 idées. Un livre, 1000 idées est une production des filles de Saint-Paul en complicité avec tous les coopérateurs disséminés à travers la ville de Lubumbashi. Nous vous disons merci de votre fidélité et de votre attachement et intérêt accordé à notre magazine, à notre émission. Pour vous le procurer, vous n'avez qu'à vous rendre au niveau de l'avenue Lomami, dans la librairie Pauline. À la présentation, c'était Samuel Chibouete. Merci à toute l'équipe technique et merci à Monseigneur Solochi, le superviseur de cette émission. À plus. Je te dirai ce que tu deviens.